Charles Delin, la viole d'amour. Au temps jadis, il y avait au château d'Antoing près de Tournai une jeune comtesse nommée Cécile qui aimait la musique par-dessus tout. Or, la cathédrale de Tournai avait alors pour organiste un jeune homme du nom de Roland, qui était fils d'un luthier et qui montrait pour la musique un tel génie qu'à 15 ans, il jouait de tous les instruments connus. Souvent, le duc d'Antoing le mandait au château pour exécuter des sonates avec sa fille, laquelle pinçait fort bien de la harpe. En ce temps-là, les instruments de musique étaient fort imparfaits, et quoique Cécile prît un grand plaisir à les entendre, ni le théorbe, ni la mandoline, ni la guitare, ni la harpe, ni l'orgue ne lui allaient au cœur, au point de faire pleurer ses beaux yeux. « Oh, disait-elle souvent, s'il se trouvait un musicien qui sût tirer des larmes de mes yeux, je lui donnerais la plus belle rose de mon bouquet, le plus beau rubis de mon collier, la plus belle perle de ma couronne. » Cécile était une merveille de grâce, et malgré le proverbe « chaque brebis avec sa pareille », Roland n'avait pu résister à son charme souverain. Un jour qu'elle venait de répéter ses paroles favorites, Roland disparut. Cécile regretta le jeune musicien, mais elle eut bientôt d'autres sujets de tristesse. Depuis plus de 100 ans, les d'Antoing étaient en querelle avec les Bitremont, leurs puissants voisins. Le comte de Bitremont remarqua Cécile dans un tournoi, fut frappé de sa beauté et la demanda à son père. Le comte passait pour un homme jaloux et emporté. Il avait le teint olivâtre, les cheveux aussi noirs que l'aile du corbeau et l'œil sombre sous d'épais sourcils. Cécile avait peur de lui, mais son père désirait fort ce mariage qui devait ramener la paix entre les deux maisons. La pauvre enfant céda et ne tarda point à s'en repentir. Son époux se montra bientôt d'une jalousie effrayante. Il aurait voulu que sa femme n'aimât que lui seul au monde, et il ne faisait rien pour gagner son cœur. Tout lui portait ombrage, et même l'amour de Cécile pour la musique. Il souffrait impatiemment qu'elle pinçât de la harpe. Il alla un jour, dans un accès de colère, jusqu'à briser l'instrument en 1000 pièces. La pauvre Cécile songeait bien souvent au temps béni où elle pouvait en toute liberté exécuter des sonates avec Roland. Un soir que la comtesse de Bitremont était en visite avec son époux au manoir d'Antoing, on vint annoncer qu'un ménestrel demandait à jouer de son instrument devant les hôtes du château. Le comte de Bitremont fit un mouvement d'impatience. Mais le duc n'y prit garde et donna l'ordre d'introduire l'étranger. C'était Roland. À sa vue, les yeux de la jeune femme s'animèrent. « Quoi, c'est vous ?» dit-elle, avec un doux sourire. « Et d'où venez-vous, beau fugitif ?»« Dame de beauté, » répondit Roland. « Vous avez souvent répété que s'il se trouvait un musicien qui pût tirer des pleurs de vos yeux, vous lui donneriez la plus belle rose de votre bouquet, le plus beau rubis de votre collier, la plus belle perle de votre couronne. Je viens de passer 2 années à Crémone, et j'ai eu le bonheur d'inventer un instrument qui peut-être accomplira ce prodige. Le voici. » Et il présenta l'instrument nouveau. Cécile le considéra attentivement, puis elle dit « Comment appelez-vous ce merveilleux instrument ?»« La viole d'amour. » Ces paroles accrurent la colère du comte. « Quel besoin a-t-on, murmura-t-il, de recevoir ces mendiants, joueurs de viole et quémandeurs de florins ?» « Je ne suis point un mendiant, répondit l'artiste, et je ne demande rien que l'honneur de recréer madame la comtesse. »
Tout entière à sa passion, Cécile ne remarqua point la fureur croissante de son époux. Sur un signe d'elle, Roland accorda sa viole et commença. L'instrument rendait, en effet, des sons plus suaves et plus caressants que tous ceux que la comtesse avait toujours ouïs jusqu'alors. L'inventeur en jouait avec un charme étrange. D'abord étonnée, puis émue, la comtesse tomba dans une rêverie profonde. Bientôt son teint battit avec force. Ses traits exprimèrent un plaisir douloureux, et quand l'artiste se tut, elle fixa sur lui 2 yeux humides. Alors, oubliant tout, elle se leva, détacha la rose qui ornait son corsage et l'offrit au jeune ménestrel en disant « Jamais, mon doux ami, je n'ouïs rien d'aussi touchant. Jouez encore, je vous prie, car je veux tenir toute ma promesse. » « Tu ne la tiendras point, malheureuse, » s'écria le comte, et dans un accès de rage, il tira son poignard et le plongea dans le cœur de sa femme, qui tomba morte. Roland poussa un cri, sauta sur le poignard, le retira du sein de la jeune femme, l'enfonça dans le cœur du comte de Bittremont et s'enfuit. Il resta 20 ans sans réapparaître. On le crut mort. Mais il revint, et nul ne le reconnut. Le dos voûté, les yeux hagards, la barbe et les cheveux gris, les joues creuses, combien il était changé. La vue de Cécile assassinée avait égaré sa raison. Il croyait que la jeune femme, toujours vivante, mais perdue pour lui, et il la cherchait partout. De grand artiste, il était devenu un pauvre guisterneux. Il allait, jouant de la viole, par des tavernes et des cabarets, vivant de la charité publique et se chauffant à la cheminée du bon Dieu. C'était le hasard qui le ramenait au lieu de sa naissance. La nuit était fermée quand il se trouva devant le château d'Antoing. Il le regarda et soudain, il se fit comme une éclaircie dans sa tête. À la lumière blanche de la lune, il avait reconnu le vieux manoir. Il franchit les murs du parc, et au bout de quelques pas, il aperçut une chapelle ouverte. Il y entra. Au milieu de la chapelle s'élevait un tombeau de marbre où se tenait debout une jeune femme merveilleusement belle. Drapée dans un grand manteau de cérémonie, le front ceint de la couronne comtale, le cou orné d'un collier de rubis, les bras croisés, les yeux au ciel, elle semblait écouter les concerts des anges. C'était la statue de Cécile, et l'artiste l'avait faite si ressemblante que Roland poussa un cri et crut voir Cécile elle-même en chair et en os. « Après vous avoir cherché 20 ans, je vous retrouve enfin, dame de beauté, s'écria-t-il. Ah, j'espère encore toucher votre cœur et faire pleurer vos beaux yeux. » Il accorda sa viole et se redressa. Il commença alors un chant bizarre et sublime, où sanglotait la plainte la plus déchirante qui soit jamais sortie d'une âme désolée. Tout à coup, ô prodige, l'immobile visage de la statue se voila d'une tristesse profonde. Ses yeux s'emplirent de larmes et regardèrent le musicien avec une tendresse ineffable. Quand il eut fini, la dame décroisa ses bras de marbre, porta la main à son collier, en détacha le plus beau rubis et le présenta à Roland. Le ménétrier prit en tremblant la pierre précieuse, puis la statue, recroisa ses bras et rentra dans son immobilité. Éperdu d'amour, Roland tomba à genoux et s'écria « Merci, dame de beauté, vous avez tenu votre promesse. Mais est-ce donc l'artiste seulement qui a eu l'honneur de vous plaire? Oh, je vous en supplie, dites un mot, faites un geste qui prouve que l'homme aussi a touché votre cœur. »
Mais la statue resta muette et impassible, et Roland s'éloigna désespéré. Il erra toute la nuit et le jour suivant dans la campagne. Le soir, épuisé de fatigue, il demanda l'hospitalité dans une ferme. On eut pitié de lui et on l'envoya au grenier. Le matin, avant l'aube, des hommes d'armes vinrent qui le fouillèrent et trouvèrent sur lui la pierre précieuse. Ils le conduisirent devant le juge. Aux questions du magistrat, il répondit que le rubis lui avait été donné par la comtesse. Le juge crut qu'il feignait la folie, le reconnut coupable de sacrilège et le condamna pour l'exemple à être pendu sur l'heure en place de la chapelle où il avait commis son crime. Suivi d'une grande foule de peuple, Roland s'avança entre les gardes. Il ne comprenait pas où on le menait, ni ce qu'on lui voulait. En arrivant au lieu du supplice, il aperçut la statue de Cécile. Un éclair de raison se fit jour dans son âme. Il releva la tête. « Il est d'usage, dit-il, qu'on accomplisse le dernier vœu d'un condamné à mort. Qu'on me rende ma viole, je désire en jouer encore une fois. » On lui remit son instrument, il alla se placer devant la statue et entonna son chant de mort. « C'est pour vous, dame, que je meurs, » disait la funèbre lamentation. « Je ne regrette point la vie, puisque vous ne m'avez jamais aimé. Mais ma mémoire sera chargée d'un crime dont, vous le savez, je suis innocent. Le souffrirez-vous » Et pendant que sa viole se plaignait ainsi, il fixait ardemment ses regards sur le visage muet de la statue. Au fur et à mesure qu'il jouait, la raison lui revenait. Bientôt, il reconnut que ce n'était pas Cécile qu'il avait devant les yeux, mais son image, une froide statue de marbre. Le guisterneux remarquait en outre qu'elle ne portait plus ni son collier de rubis, ni sa couronne de perles. On les lui avait ôtés par prudence et pour ne plus tenter les voleurs. « Oh, c'est bien fini, disait la viole, et vous ne tiendrez pas votre promesse jusqu'au bout. Rien maintenant ne peut plus me sauver. Adieu donc, vous que j'ai tant aimé. » À ce moment, une voix cria « Regardez !» et un long frémissement courut dans la foule. Le front de la statue se voilait de deuil. Ses yeux s'attendrissaient. Bientôt, 2 larmes y parurent et descendirent lentement le long de ses joues de marbre. La statue décroisa ses bras, rapprocha ses mains ouvertes, y reçut les 2 larmes qui se condensèrent en grosses perles et les présenta au pauvre guisterneux. Le peuple cria miracle et délivra Roland. Dès lors, la raison lui fut tout à fait rendue et il redevint un grand artiste. La chapelle fut bientôt un but de pèlerinage et les musiciens choisirent pour leur patronne Cécile, la tendre fille du duc d'Antoing, qui aimait tant la viole d'amour qu'à l'ouïr ses yeux de marbre pleuraient des perles.